Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai le très grand plaisir d'ouvrir cette soirée où nous accueillons Claude Barras, un événement organisé en partenariat avec le Centre d'études cinématographiques et les rencontres du 7e art, Lausanne. Dans un instant, je céderai la parole à la professeure Maria Tortajada, qui nous présentera Claude Barras, après quoi deux chercheuses de notre faculté, Chloé Hoffmann et Coralie Lamotte, animeront la discussion avec notre invité. Mais auparavant, deux mots personnels, si vous me le permettez, sur ma vie, non pas de courgette, mais de doyenne. Ma vie de doyenne est tout à fait fascinante, car elle me permet d'avoir une vue panoramique de notre faculté, un peu comme si je grimpais jusqu'au ciel, comme le cerf-volant d'Icare, ce qui m'amène non pas à me brûler les ailes comme l'Icare de la mythologie grecque, mais à observer, jour après jour, la formidable richesse et l'énergie formidable de nos enseignantes et enseignants, de nos chercheuses et chercheurs. Et justement, la section d'histoire et esthétique du cinéma, qui est l'une des plus jeunes de notre faculté, puisqu'elle a été créée en 1990, 35 ans, finalement, elle n'est plus si jeune. En tous les cas, lorsque j'ai fait mes études à Lausanne, elle n'existait pas encore. Quoi qu'il en soit, la section d'histoire et esthétique du cinéma, disais-je, se distingue par son dynamisme phénoménal, avec des projets de recherche qui touchent à l'histoire du cinéma, à l'histoire culturelle du cinéma, à sa dimension sociétale, aux dispositifs audiovisuels, au cinéma utilitaire, aux séries télévisées, à l'histoire de la télévision suisse, ou encore, et la liste n'est pas exhaustive, au cinéma d'animation. Plusieurs projets de recherche y ont d'ailleurs été menés, ou le sont encore, autour du cinéma d'animation sous la direction de Maria Tortajada. Le premier projet était intitulé « Le cinéma de Nage et Gisèle Ansorge, institution, pratique et forme », financé par le Fonds national suisse de la recherche. Le deuxième est intitulé quant à lui « Histoire de l'animation suisse francophone ». En lien avec ces projets, je mentionnerai la très belle exposition Grains de folie au musée Alexis Forel à Morges, exposition consacrée au cinéma d'animation de sable et dont la commissaire est Chloé Hoffmann, qui dialoguera dans un instant avec Claude Barras. Pour qui n'aurait pas encore vu cette exposition, courez-y, elle se termine à la fin du mois de mars. Cette exposition, comme l'événement de ce soir, répond à l'une de nos missions, qui est la médiation scientifique et culturelle pour faire connaître et partager nos recherches, les recherches que nous menons à l'université. Un autre exemple que je me plais à mentionner est le Tournefilm Festival Lausanne, dont la 7e édition, je l'ai appris aujourd'hui, aura lieu du 3 au 7 septembre 2025. Mais je reviens au cinéma d'animation en mentionnant pour terminer qu'une journée d'études intitulée « Praticiens et praticiennes de l'animation » sera organisée le 15 avril 2025 en lien avec le cours « Les studios de l'animation en Suisse » que Maria Tortajada donne durant ce semestre de printemps. Toutes ces activités témoignent d'un fort intérêt pour cette forme d'art cinématographique qu'est l'animation, et on comprend bien toute la cohérence qu'il y avait à inviter Claude Barras ce soir. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente soirée et je cède maintenant la parole à Maria Tortajada. Eh bien, c'est un très grand honneur, Claude Barras, de vous recevoir ici, de vous accueillir dans la faculté des lettres, à la section d'histoire esthétique du cinéma, en lien avec le Centre d'études cinématographiques. C'est un très grand honneur et un grand plaisir aussi. La rencontre avec vos films
courts et longs métrages fait partie des douceurs qui m'ont incité à développer la recherche sur l'animation suisse ici à l'université. Je pourrais dire que votre court métrage Banquise est pour moi une sorte de petit péché mignon. Le tout récent Sauvage de 2024 et Ma vie de courgette 2016, que le public ici présent a sans aucun doute déjà découvert, étant donné le succès qu'ils ont rencontré, sont la preuve que l'animation en Suisse peut exister aussi bien dans le réseau des festivals que dans les salles du monde entier. Ils ont reçu des prix prestigieux et, par exemple, c'est le cas dans les prix du festival d'Annecy ou de celui de Zagreb pour Courgette, ou encore le tout récent César pour Sauvage, qui est le César 2025 du meilleur film d'animation. C'est pas ça. Nomination. Mais pour moi, c'était fait. On va garder ça comme ça. Car il se passe des choses en Suisse, dans le monde du cinéma d'animation, et tout particulièrement en Suisse romande. C'est ce qui nous intéresse ici au premier chef. Ce pays n'est certes pas une des grandes nations pourvues d'une industrie cinématographique, bon, je pense que vous en doutiez, et encore moins pourvu d'un réseau de studios d'animation avec un pouvoir industriel fort. Pourtant, depuis les années 60, des cinéastes se sont fait connaître au niveau international, dans les festivals et ailleurs, comme des artistes de très haut niveau. Nag et Gisèle Ansorge, Robbie Engler, Georges Schwitzgebel, Claude Luyet, les frères Guillaume, notamment. Et Claude Barras, vous êtes de ceux-là. Produire un long métrage d'animation, ce n'est pas rien quand on pense à la somme de travail qu'impose la fabrication du mouvement, image par image, photographie, prise photographique après prise photographique. Car la modernité des outillages contemporains adossés aux techniques numériques n'enlève pas du tout la contrainte, surtout lorsqu'il s'agit d'animer poupées et objets sur des plateaux de tournage particuliers, en changeant une bouche entre deux prises pour faire un sourire, en déplaçant avec patience un bras sur plusieurs phases du mouvement pour produire un geste qui, en plus, doit être expressif. Cela est particulièrement complexe dans l'animation de marionnettes qui se confronte à la résistance de la matière et qui est devenue une de vos spécialités. Cette technique est déjà présente dans certains de vos courts-métrages, comme Sainte-Barbe de 2007, co-réalisé avec Cédric Louis, votre binôme également au Pays des Têtes ou Banquise d'ailleurs. Je n'ai mentionné ici que la fabrication du mouvement, mais vous portez l'entreprise dans sa totalité. Lorsqu'on lit les fiches techniques de vos films, c'est des choses qu'on fait ici, une fiche technique après l'autre par exemple, on voit progressivement se construire l'entourage. D'abord, un seul nom, le vôtre, puis arrive Cédric Louis, Élie Chapuis, quelque chose comme un groupe peut-être. Vous parvenez à développer l'animation en Suisse en faisant exister des collaborations. Et bien sûr, il y a Helium Film, plateforme à partir de laquelle vous montez des coproductions. Fondée en 2002 et s'appuyant d'abord sur vos réalisations, la maison de production et studio d'animation est à la fois artisanale et performante. Viendra ensuite la collaboration avec Clémence Pune, qui produit les films, organise et gère aux côtés d'Olivier Glasset. C'est l'équipe de Helium. Il est un autre aspect de votre démarche d'animateur, de réalisateur, quelque chose comme un souci constant de dévoiler votre travail au public, de montrer comment cela se passe dans l'antre de la fabrication. Une très bonne raison d'être ici, d'ailleurs. Autour de Courgette se monte une exposition au Musée du cinéma de la miniature de Lyon en 2016, puis au Musée de Carouge en 2017, avec le titre révélateur « Ma vie de Courgette, on vous dit tout ». Et pendant la réalisation de Sauvage en 2023, on a pu visiter, avec grand plaisir, les multiples plateaux de tournage dans les locaux de Martigny. Tout cela est bien sûr précieux pour nous qui essayons de comprendre. Je ne saurais conclure sans dire
à quel point votre cinéma nous touche. La fragilité humaine vous préoccupe et vous la racontez film après film. Dans Le Très beau Banquise, j'y reviens. Une fillette que son physique disqualifie trouve sa place en passant par le rêve. Courgette porte sur les enfants maltraités. Et Sauvage sur la déforestation et les nouvelles formes de décolonisation. Votre propos est essentiel et nécessaire. En fait, vous êtes un cinéaste engagé. Et puis pour cela aussi, je vous remercie. Je vais céder la place juste un instant que je présente Chloé Hoffmann qui va parler, qui est docteur ès-lettres et qui a fait une thèse sur l'animation de sable à la section de cinéma et qui, elle a été nommée par notre doyenne, et qui est spécialiste finalement de ces techniques d'animation. Et Coralie Lamotte, qui est doctorante ici, qui travaille sur l'animation et le numérique, et qui travaille sous la direction d'Alain Boya, qui est par là-bas, à la section de cinéma. Donc voilà, je me réjouis d'entendre, je vous laisse entre leurs mains. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Et merci aussi à vous, Claude Barras, d'avoir accepté cette invitation conjointe des rencontres du 7e art et de l'Université de Lausanne. On est toutes et tous vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Alors, comme l'ont mentionné Daniel et Maria, Coralie et moi menons des recherches sur le cinéma d'animation suisse avec un intérêt tout particulier pour les processus créatifs et leur évolution. L'étude du parcours de Claude Barras, qui travaille dans le milieu du cinéma d'animation depuis plus de 25 ans et qui a vécu notamment la transition de l'analogique au numérique, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et donc la rencontre de ce soir prend vraiment tout son sens, puisqu'elle nous offre l'occasion de comprendre la façon dont un cinéaste navigue entre des contraintes matérielles, des exigences de coproduction avec l'international, des dynamiques institutionnelles, des politiques de soutien au cinéma, ou encore des attentes associées au long métrage destiné à un public familial. En revenant sur ces coulisses de la production des films d'animation de Claude Barras, la discussion de ce soir est l'occasion d'enrichir notre compréhension de ces enjeux qui structurent le milieu du cinéma d'animation suisse depuis le début des années 2000 et elle permet ainsi d'éclairer une part plus large de l'histoire suisse dans son fonctionnement économique, politique, culturel et artistique. Claude Barras, qu'est-ce que ça vous fait d'être un objet d'étude à l'université ? Ça me fait un peu sourire, mais je suis content. Je trouve que c'est un point de vue, disons, c'est un peu comme une psychanalyse quelque part. C'est un point de vue sur mon travail, sur ce que je fais, et ça permet de réfléchir aussi en retour à comment est-ce qu'on peut faire des films et à quoi ça sert. On vous propose d'y réfléchir collectivement, tous ensemble ce soir. Petite psychanalyse de groupe. On va du coup passer 1h15 ensemble. Pendant 1 heure, on va revenir sur le parcours de Claude Barras, sur les différents films qu'il a réalisés, aussi ses premiers courts-métrages qui sont peut-être un peu moins connus du grand public. On a préparé pour ça plusieurs extraits de films, aussi des photos et des archives de ces films. Et on va aussi parler, Maria vient de l'évoquer, la réalisation d'un film d'animation, c'est une aventure collective. Donc on va aussi revenir sur certaines des collaborations que vous avez pu mener au cours de votre carrière. Et puis à la fin de cette discussion, il y aura une quinzaine de minutes qui seront consacrées à vos questions du public. Donc vous pouvez déjà y penser, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Et peut-être qu'on aura même le temps de parler un petit peu de vos futurs projets. Et à la suite de cette rencontre, il y aura aussi un petit apéritif qui sera offert juste à la sortie de la salle. Alors, si ce programme vous convient, on vous propose d'entrer dans le vif du sujet, enfin, de vous donner la parole après toute cette entrée en matière.
Est-ce que vous pourriez revenir, Claude Barras, sur votre parcours, sur votre formation, et aussi nous dire à quel moment vous découvrez le cinéma d'animation et quel a été peut-être le moteur de votre envie d'en faire votre métier? Alors, d'après ma maman, le premier déclic que j'ai eu, c'est quand je regardais sur la télé, je crois que c'était le dimanche après-midi, il y avait un programme de court-métrage, je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelait, mais je devais avoir 7-8 ans. Et il y a un film de Irit Trinka qui s'appelle La Main, en stop motion, avec des marionnettes en bois, qui m'avait vraiment beaucoup marqué et dont j'ai beaucoup parlé quand j'étais enfant. Et c'est assez drôle, si on regarde ces marionnettes-là, elles ressemblent quand même un peu à ce que je fais aujourd'hui, avec des visages assez simples, un peu colorés. Et je pense que c'est quelque chose qui a sûrement été un déclic enfant. Après, je voulais faire de la bande dessinée, d'illustration. Donc, après un apprentissage de dessinateur en génie civil, je suis parti à Lyon faire l'école Émile Cole. Je me destinais plutôt au livre pour enfants. Ensuite, je suis rentré ici à Lausanne pour faire l'usine, qui était un programme d'apprentissage de l'image de synthèse. C'était les débuts de l'image de synthèse. Donc j'ai appris ça. J'ai bien aimé finalement, mais c'était très obsessionnel. Et puis, c'est vrai que passer mon temps derrière un écran, voilà, je sentais que c'était pas non plus exactement ce que j'aimais, mais j'ai quand même beaucoup appris avec l'image de synthèse. Et puis le déclic après a été vraiment avec les frères Guillaume qui m'ont proposé de travailler sur le design de leur film Max & Co. Avec mince, j'ai un petit trou de mémoire. Félicie Emo, exactement. On a travaillé en binôme. Et après le design, ils m'ont proposé aussi de faire les sculptures des premières marionnettes. Et puis c'est à travers tout le processus d'apprentissage avec les frères Guillaume que j'ai compris que c'était vraiment le stop motion que j'avais envie de faire. Il y a la rencontre aussi après avec Cédric Louis, Nagan Sorge aussi qui a été un peu un mentor au tout début, avec Georges Fixgable qui nous ont un peu aiguillé avec Cédric sur nos premiers films, comment produire des films en autonomie et trouver des financements. Voilà. Et cette rencontre avec Cédric Louis, qui est centrale dans votre parcours, elle se déroule à quel moment, dans quel contexte et quel rôle joue vraiment Cédric Louis? Alors c'est quand j'étais à Lausanne justement que je faisais ces études en images de synthèse, je faisais un peu d'animation pour des génériques de films dans une boîte qui s'appelait VPS ici à Lausanne, et Cédric il faisait du reportage aussi pour cette boîte. Et puis assez vite on s'est bien entendu, il m'expliquait qu'il dessinait beaucoup lui aussi, et puis qu'il écrivait des scénarios de court-métrage, et puis il m'a fait lire le scénario de Banquise. Et donc assez vite, on s'est dit qu'on allait essayer d'en faire un film. Et c'est là qu'on a... moi, je connaissais Nagan Sorge qui enseignait l'animation à l'ECAL. Et c'est lui qui nous a aiguillés un petit peu comment trouver des financements, monter des dossiers. Et puis finalement... Ça a marché, on a eu un peu d'argent et puis on a fait ce premier film. On a justement préparé un... là, on vous voit avec Cédric Louis. Alors, c'est sur un film un tout petit peu plus tardif, qui est Sainte-Barbe, dont on va reparler. Mais on a justement préparé un extrait de Banquise. Peut-être juste avant de le voir, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur l'histoire de ce film ? Je pense que Cédric voulait aborder le thème un peu de la différence. Moi aussi, c'est la marge, la différence, c'est toujours des choses qui me donnent envie de raconter des films, parce qu'on est tous un peu en marge à un moment de notre vie, et c'est des moments de fragilité et où je trouve que ça met en question le vivre ensemble, ça met en question plein d'émotions, et donc c'était intéressant.
Et puis, c'est la première fois qu'on a développé les personnages ensemble. Et donc, on a fusionné un peu nos deux univers graphiques. Et je crois qu'on peut voir que, en fait, cette fusion a accompagné jusqu'à aujourd'hui mon travail. Mais comment ça se passe alors de travailler à deux? Enfin, vous faites des allers-retours, vous dessinez, vous échangez des idées? Ouais, sur le scénario, on a fait le storyboard ensemble. Cédric faisait des tout petits dessins et après, moi, je reprenais le storyboard de manière un peu plus technique. Et puis, pour les personnages, on a fait beaucoup d'allers-retours. Et puis, surtout, lui, il dessinait beaucoup. Et après, avec ces personnages, moi, je choisissais ceux qui me parlaient le plus. Et puis, je les redessinais pour qu'ils soient animables, puisque moi, j'avais un petit peu plus de connaissances et de techniques en animation. Et après, lui, il faisait des remarques. Et voilà, on a fait beaucoup d'allers-retours comme ça. Et qu'est-ce qui rend un personnage plus animable qu'un autre? Ah, il y a beaucoup d'éléments, mais par exemple, il faut qu'il puisse marcher. Là, on voit, c'est un personnage quand même assez très graphique. Après, il faut voir comment on peut le faire marcher, comment on peut le faire courir, comment il peut se mettre, par exemple, la main devant les yeux pour se cacher. Il faut qu'il puisse tenir un petit peu dans toutes les positions sans qu'on ait besoin de trop galérer pour que ça soit fluide. Je vous propose qu'on regarde un extrait. Alors, il y a souvent des enfants qui traversent des épreuves assez terribles dans vos films. C'est notamment le cas du personnage principal de ce film qui souffre en fait de son physique. L'enfance, c'est une période qui vous inspire particulièrement? Disons, comme on a tous été enfants, c'est quelque chose qui relie assez facilement tous les spectateurs, puisqu'on se souvient tous des cours d'école, on a tous été à la fois des fois victimes du regard des autres et des fois on a aussi on s'est aussi moqué des autres. Donc j'ai l'impression que en passant par l'enfance, on peut réunir à la fois les enfants mais aussi les parents et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la figure de l'enfance. Oui. Et là, on a eu un exemple de film où vous inventez de toutes parts l'histoire. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il vous arrive d'adapter parfois des textes? Non, alors avec Cédric, c'est surtout lui qui amène le scénario. Après, on travaille ensemble sur le storyboard, la mise en scène, et donc le scénario évolue un petit peu, mais je me suis toujours appuyé sur les scénarios de Cédric. Ou alors après, pour d'autres courts-métrages, j'ai travaillé avec Albertine, notamment pour Le génie de la boîte de ravioli, qui est le premier film que j'ai fait en stop motion, en volume, où là, je trouvais intéressant de m'appuyer sur un univers graphique que j'aimais beaucoup, une histoire qui tenait bien la route, et de me l'approprier justement en l'adaptant en volume. Et c'est vrai que mon premier vrai travail d'écriture a été sur Sauvage, finalement, où je suis parti plus d'une histoire
j'avais envie d'écrire et que j'ai coécrit avec la scénariste Catherine Paillet. Mais sinon, c'est vrai que jusque-là, je m'appuyais plutôt sur des choses, je m'appropriais un petit peu des choses qui me plaisaient pour raconter des histoires qui me touchaient et que j'avais envie de transmettre. Alors, on va arriver au génie de la boîte de Ravioli, mais juste avant, peut-être que vous pourriez nous dire un mot sur la technique d'animation que vous utilisez dans Banquise, puisque c'est pas de la stop motion comme on a vu. Et puis là, alors c'est pas des images c'est pas des dessins de Banquise, mais j'ai retrouvé là des dessins de Cédric Louis pour Un enfant commode, qui est un de ses films qu'il a réalisé seul. Mais je crois que c'est la même technique, donc peut-être que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, c'est exactement la même technique. À partir des dessins de Cédric, en fait, je redessine chaque élément du personnage en noir et blanc, au stylo bille, sur une grande planche, pour tous les personnages. Ensuite, on scanne et puis digitalement, on fait du papier découpé, on découpe chaque partie, et on recolorise et on recompose le personnage couche par couche. Ensuite, on peut mettre des petits points d'attache pour les bras, pour les jambes, sur lesquels on va commencer à animer. Et puis ensuite, quand la marionnette est construite, un peu comme en stop motion, hein, mais là ça se fait sur ordinateur, on peut commencer à animer et à faire bouger le personnage. Et c'est pareil pour les bouches aussi, on dessine une quinzaine de bouches à peu près pour suivre les dialogues et faire les expressions. Et donc après on anime élément par élément. Et ensuite, on peut faire une hiérarchie, disons, sur l'ordinateur. C'est-à-dire, par exemple, quand on sélectionne le corps, les jambes restent sur le sol et le corps bouge. Et puis ensuite, on va faire suivre les jambes. Si on prend la tête, il y a les yeux et la bouche qui vont bouger avec, mais pas le reste du corps. On crée une structure qui ressemblerait à une marionnette réelle pour l'animer ensuite sur l'ordinateur. Ouais. Et Banquise a été sélectionné au Festival de Cannes en 2006. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette sélection? Si ça a changé quelque chose pour vous? Alors oui, je pense que c'était déjà une surprise parce j'ai reçu un coup de fil, c'était un 1er avril pour nous annoncer qu'on avait sélectionné le film à Cannes. J'ai l'impression, je me rappelle plus très bien, mais j'ai l'impression qu'on ne l'avait pas inscrit. Il était déjà passé dans un autre festival, un petit festival, je crois en Suisse. Je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas... j'ai cru que c'était Cédric qui me faisait une blague, donc j'ai un peu rigolé, j'ai dit c'est le 1er avril et tout ça, puis non c'est sérieux, mais on vous rappelle demain, comme ça vous nous croirez, et donc c'était effectivement une espèce pour un premier film de tremplin et de reconnaissance assez incroyable. Et puis, ça a été une super aventure de partir avec Cédric et de se retrouver plonger dans le monde du cinéma mondial. Et surtout, on en a retiré après une reconnaissance, une notoriété. Je pense que ça a beaucoup aidé quand même pour faire les films suivants et jusqu'à aujourd'hui, pour moi, ouais. En parlant du film suivant, peut-être qu'on peut passer au génie de la boîte de Ravioli. Exactement. Comme vous l'avez dit juste avant, c'était votre premier film en volume, du coup en stop motion, qui est une adaptation d'un album, d'une bande dessinée jeunesse d'Albertine et Germano Zulo, qui ont aussi en fait collaboré au film. Et d'ailleurs, comme vous allez le voir dans un instant, on reconnaît très bien l'univers avec un univers assez, très coloré, assez minimaliste comme ça, avec des jolies collines toutes rondes, des personnages plutôt longs, alors que c'est vrai que ce qu'on avait vu juste avant dans Banquise, c'est des personnages plutôt ronds. Et vous avez aussi parlé très brièvement de ce processus d'adaptation. Peut-être vous pouvez un peu développer pourquoi vous avez justement eu envie de faire un film en stop motion alors que c'était une adaptation, alors que c'était un livre en 2 dimensions dessiné. Pourquoi pas du dessin animé? Est-ce que c'était une envie de faire cette technique ou Oui, parce que moi j'ai besoin d'avoir un
un plus que j'ai besoin d'apporter quelque chose au projet, puis de m'impliquer et surtout de m'approprier les projets. J'ai l'impression que pour que ce film devienne le mien et aussi celui d'Albertine et Germano, le passage en volume était une belle manière de respecter l'œuvre originale tout en pouvant mettre ma touche personnelle et de faire un peu de recherche esthétique, de mise en scène, qui ne soit pas juste une reproduction de ce qu'ils avaient fait en dessin. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de ce court-métrage qui raconte, comme son nom l'indique, la rencontre entre un homme qui travaille dans une usine de conserve de raviolis et qui un jour ouvre une boîte chez lui, il mène une existence assez monotone, et tout à coup un génie assez extraordinaire sort de la boîte et va lui proposer ce que les génies proposent. Presque. Je voulais vous poser une question concernant le son dans ce court-métrage, parce qu'on n'y pense pas souvent en animation, parce qu'on est un peu focalisé sur tout ce qui est visuel, mais c'est aussi un aspect qui est très important. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un univers sonore qui est assez unique dans ce film, où il y a d'un côté quelque chose d'assez prosaïque, avec des bruitages de pas, etc. Et puis d'autres bruitages qui sont beaucoup plus cartoonesques, un peu, notamment ceux qui sont liés au génie. Et il y a un peu ce décalage qui se reproduit dans les voix, avec les voix des deux personnages. Il y en a une qui est beaucoup plus ancrée dans le réel et l'autre qui est pleine d'accents et d'intonations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la création sonore dans ce film et peut-être plus généralement aussi dans votre cinéma ? Alors c'est vrai que je me suis rendu compte avec le temps, mais de manière consciente assez récemment en fait, que quand je travaille sur un scénario pour faire le storyboard, j'arrive à dessiner les plans, mais surtout le son qui me guide déjà. J'entends déjà les voix qui parlent, j'entends déjà certains éléments de bruitage. Et je pense que je construis la mise en scène et le rythme du film plutôt sur le son
et souvent avant de commencer à tourner le film. Donc c'est vrai que je commence par un storyboard, donc je dessine les plans du film, puis ensuite très vite on va faire un montage, comme en fait un film en noir-blanc, en dessin très simple de ce que va être le film à la fin. Et puis là-dessus, je vais déjà mettre plein d'éléments sonores pour essayer de sentir le rythme. Je vais faire toutes les voix aussi en général, je joue un peu les voix. Même. Le premier passage, oui, parce que ça me permet de... c'est très mauvais, hein, très mal interprété, mais ça me permet de rentrer dans les personnages et puis de travailler encore un petit peu les dialogues. Et puis ensuite, assez vite après, je cherche les comédiens et puis on fait les enregistrements et je travaille avec les comédiens toujours en direct aussi. Ils interagissent, on fait beaucoup de prises. Et puis après, dans ces prises-là, je vais aller chercher les moments qui m'intéressent. Souvent, des respirations, des hésitations ou des mots qui sont mal prononcés parce que j'aime bien... je trouve que c'est plus vivant quand il y a des imperfections. Et après, c'est sur cette base sonore qu'on va pouvoir s'appuyer pour faire l'animation. Et en fait, je me suis rendu compte aussi pour les animateurs, plus le son était travaillé et définitif au moment où ils animent, plus ils avaient d'indications et plus c'était simple pour eux d'animer et d'être dans le bon rythme et d'être juste et surtout d'assembler les plans et qu'ils fonctionnent les uns avec les autres. Donc ça veut dire que pendant en fait, le processus d'animation, ils vont de temps en temps revenir à la bande son pour guider un peu leur travail? C'est-à-dire, les voix, on les enregistre donc juste après le storyboard et on les monte sur les dessins et ensuite on va séparer chaque plan avec le son et le donner à l'animateur et l'animateur va animer sur le son qu'on a déjà fait, donc les voix définitives plus une ébauche un petit peu de l'univers sonore qui sera lui finalisé après le tournage. Ok. Et pour revenir à la question des personnages, donc comme c'était votre premier film en volume, mais pas votre première expérience du volume, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fabriqué les marionnettes? Est-ce que c'était inspiré peut-être de ce que faisaient les frères Guillaume? Est-ce que vous avez mis en place votre propre méthodologie? Non, je pense que c'était très inspiré de ce qu'ont fait les frères Guillaume sur leur long métrage, Max & Co. Après, disons que chaque univers graphique, il y a des adaptations à faire, des tests, mais c'est vrai que là, c'est à la fois l'univers d'Albertine et tout le savoir-faire que les techniciens que j'ai rencontrés en travaillant chez Frères Guillaume. Il y avait notamment Grégory Bossard qui travaille encore maintenant comme chef construction de marionnettes sur mes films. Et puis, disons que ça commence pour moi, en tout cas, surtout par la sculpture en pâte à modeler des personnages. Et ensuite, il y a toute la technique qui va autour, où là, je laisse aussi des gens qui sont plus aguerris pour fabriquer les armatures, peindre, assembler les marionnettes, parce que par exemple, pour Sauvage ou pour Ma vie de courgette, entre le moment où je fais la première sculpture des personnages jusqu'au moment où la marionnette est assemblée et qu'elle peut bouger, il se passe environ une année. Donc c'est vraiment tout un travail de décomposition, recomposition, c'est-à-dire on va faire un moule de la pâte à modeler, on va séparer la tête, les cheveux, les yeux, les bras, les jambes, le corps, faire des moules séparés de chaque partie. Et puis, selon les contraintes techniques, on va choisir par exemple le silicone pour les bras et les jambes, on va faire de l'impression 3D en résine pour les têtes, on va incruster les yeux à l'intérieur pour pouvoir les animer, faire des tirages plutôt en mousse de latex pour ce qui est poils. Et puis ensuite, il faut fabriquer toutes les armatures qu'il y a à l'intérieur, pouvoir les mettre en suspension dans le moule,
ensuite réassembler le tout, le peindre, les costumières qui viennent encore dessus. Donc c'est un travail ensuite que moi je suis un petit peu plutôt pour la direction artistique, mais pour tout l'aspect technique, c'est surtout Grégory et ses équipes qui font les bons choix et des tests avant, quand on a des doutes sur ce qu'on doit faire. Merci beaucoup pour ces explications. On va peut-être poursuivre avec un court-métrage qui est arrivé un petit peu après, Sainte-Barbe. Alors on revient du coup un tout petit peu en arrière. Et effectivement, vous réalisez Sainte-Barbe en 2007. C'est à nouveau une collaboration avec Cédric Louis après un petit temps de pause sur le génie de la boîte de raviolis. Sainte-Barbe a un univers assez sombre avec des marqueurs du gothique assez présents. Il peut faire penser à l'univers de Tim Burton par certains aspects. Là, on voit le personnage de Léon avec sa grande cicatrice qui pourrait faire penser au personnage de Sally dans Frankenweenie, par exemple. Est-ce que Burton, c'est une source d'inspiration importante pour vous ? Oui, je pense, en tout cas, les premiers films d'animation stop motion, L'étrange Noël Monsieur Jack ou les suivants nous ont beaucoup marqué, Cédric et moi. On était vraiment très très fans. Et je pense, oui, très clairement, c'était une grande source d'inspiration pour ce film. J'ai dit tout à l'heure que j'écrivais pas les scénarios sur les courts-métrages et mes premiers projets, mais c'est vrai que sur celui-là, c'est un peu particulier parce que j'ai perdu mon grand-père quand j'avais à peu près 20 ans. Il a disparu, en fait, et puis il était dans un EMS. On avait rendez-vous avec lui un dimanche et on l'a pas trouvé. Et des gens l'avaient vu sur un banc, et puis on l'a cherché pendant longtemps et on l'a retrouvé quelques mois plus tard, sous des feuilles mortes. Il s'était assis dans le lit d'une rivière. Et j'avais raconté cette histoire à Cédric. Et je crois que c'est un peu le point de départ de ce film. Voilà. Après, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est quand même l'histoire d'un grand-père qui part et qu'est-ce qu'on peut garder. Et puis, il y a aussi le rapport peut-être à la nature, puisque mon grand-père, on l'a retrouvé en fait sur le chemin du Mayen, l'endroit où il allait avec les vaches quand il était enfant. Donc c'est un peu tout ça qui a inspiré le film aussi. Ouais. Ouais, la nature est très présente dans le film. Elle est magique en fait, la nature dans Sainte-Barbe. Un peu, ouais. En quelque sorte. Alors on regarde un extrait. Car voilà devant toi le merveilleux, le superbe génie de la boîte de raviolis. Demande ce que tu voudras et je l'exaucerai. Mais attention, tu n'as les droits qu'à 2 vœux. Comment ça, 2 vœux? C'est pas 3 normalement? Non, avec moi, c'est 2 ou rien du tout. Quel est ton premier vœu, Armand? Tout cela est si soudain. Qu'est-ce que vous me conseillez? Allons, tu hésites, alors que tu pourrais skier sur une montagne d'argent. Que dirais-tu d'un château fort en Espagne? Si c'est à Don Juan que tu veux ressembler, le coupé sport les fait palpiter. Messieurs préfèrent les voyages. Cela n'est pas suffisamment exotique. Une fusée galactique. Voilà, le génie de la boîte de raviolis. Je crois que je sais. Je vais prendre un petit jardin avec des fleurs. T'es sûr? Un grand jardin alors, avec plein de fleurs. Sûr et certain? Ce que je veux, c'est toute une prairie avec des fleurs jusqu'à l'infini. Frustré de frustra! Waouh! C'est merveilleux. Alors, on retrouve donc ces personnages avec ces grosses têtes qui sont caractéristiques de votre travail avec Cédric Louis. Dans la séquence qu'on vient de voir, il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux, les expressions du visage, et il y a somme toute assez peu de déplacements, de mouvements de personnages. Est-ce que ça, c'est un parti pris, ou est-ce qu'il y a aussi des raisons, ou est-ce que vous avez été limité par des moyens économiques ou techniques ?
Je pense que c'est un mélange des deux, effectivement, parce que les mouvements de caméra, c'est quelque chose d'assez compliqué, enfin de moins en moins, disons, parce qu'on commence à avoir des solutions technologiques qui sont moins chères. Enfin, c'est un peu comme dans tout le cinéma, ça devient de plus en plus abordable d'avoir des outils technologiques. Mais en tout cas, à l'époque, d'avoir une caméra image par image qui soit facilement contrôlable, c'était hors de prix. Et de le faire à la main, ça prenait beaucoup de temps. Donc effectivement, pour ce qui est des mouvements de caméra, on essayait d'éviter. Et en même temps, ça définit un style qui nous allait bien aussi, avec des choses qui se passent hors caméra, peut-être des plans plus longs aussi, moins découpés. Et puis c'est quelque chose que j'ai conservé, je crois, jusqu'à Sauvage, qui est un film où il y a 3 mouvements de caméra, je crois. Voilà. Mais est-ce qu'il y a aussi des mouvements de personnages qui sont plus difficiles à réaliser que d'autres? Et est-ce que parfois vous vous interdisez certains mouvements pour ne pas mettre en difficulté les animateurs? Alors, disons que les animateurs, moi j'aime bien il y a un truc important, c'est que, puisque le thème de ces rencontres c'est l'amour, c'est l'amour qu'il peut avoir entre les animateurs et les marionnettes. Donc c'est vrai qu'on fabrique des marionnettes, moi ce qui m'importe beaucoup, et on travaille beaucoup avec Grégory là-dessus, c'est que les animateurs aient des marionnettes avec lesquelles ils puissent travailler vite, bien, et qui soient faciles à animer. Donc c'est pour ça qu'elles sont aussi avec des grosses têtes, et que les animateurs peuvent travailler avec leurs mains directement sur les têtes. Il y a beaucoup de films où j'ai entendu où ils travaillent avec des choses plus petites, ou plus réalistes, plus complexes, où du coup le travail est beaucoup plus minutieux et plus pénible quelque part. Et donc c'est pareil, je pense que c'est important des fois d'avoir 3 personnages qui marchent en parlant, mais quand c'est pas nécessaire pour l'animation, j'essaye, pour la narration, j'essaye d'éviter, parce que je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Et que si je peux le montrer autrement aussi, j'essaye de le faire. Et puis il y a les contraintes du budget, parce que voilà, il y a un moment, il faut faire avec le budget qu'on arrive à réunir pour un film. Et puis c'est à ce moment-là, des fois, que je revois un petit peu la mise en scène au niveau du nombre de plans, des cadrages, parce qu'on fait 12 images par seconde. Par jour? Non, 12 images par seconde, et un animateur, en moyenne, il fait à peu près 4 secondes par jour. Mais c'est sûr que s'il y a 3 personnages qui marchent et on voit leurs pieds, ou si c'est un personnage qui parle en gros plan, on passe plutôt de 1 seconde par jour à 8 secondes, 9 secondes par jour. Et donc il faut à un moment avoir un petit peu en tête ces contraintes, pour pas non plus se mettre dans un processus de tournage où ça devient douloureux, compliqué, où on n'arrive pas au bout du film. Et là, dans l'extrait qu'on a vu, il y a la grand-mère qui marche à un moment donné, mais elle est cadrée de façon à ce qu'on voit justement pas ses jambes. Est-ce qu'elle a des jambes? Elle a des jambes, ouais, mais je pense pas qu'elles sont animées jusqu'au sol. On a des petits plots qu'on déplace, et ça, c'est beaucoup plus rapide que de visser chaque pas et de contrôler les pas. Et c'est vrai que souvent, quand j'essaie le plus possible d'éviter de montrer les pieds des personnages quand ils marchent, sauf quand c'est vraiment intéressant, et à ce moment-là, je fais des plans larges aussi pour donner un peu d'espace et pour faire attention. Mais c'est vrai que comme j'ai aussi produit des courts-métrages d'animation, l'aspect, disons, de la production et de ce que ça implique pour les équipes, je l'intègre presque de manière inconsciente dans la mise en scène déjà. Ouais. Ça fait partie aussi de mon travail. Et est-ce qu'il y a des plans qui revêtent une importance particulière en termes de narration, auxquels vous accordez plus de temps? Vous êtes d'accord d'y consacrer plusieurs jours de tournage, ou est-ce que tous les plans sont traités de la même façon?
Non, sur ma vie de courgette, ça a été assez chaotique parce qu'on a démarré sans trop réfléchir à la question et puis on a avancé, puis on s'est adapté en cours de route. Il se trouve qu'à la moitié du film, on avait dépensé à peu près les 3/4 du budget du tournage et du coup, j'ai dû enlever une séquence, mes producteurs ont dû trouver de l'argent. C'était assez tendu, assez compliqué. Finalement, on est arrivé au bout et puis c'était une belle expérience aussi de trouver des compromis en cours de route, mais c'était quand même très stressant, très fatigant et heureusement que le film a bien marché et ça nous a disons, donné raison d'avoir trouvé des solutions et ça nous a fait du bien. Mais disons que pour le suivant, pour Sauvage, j'avais pas envie de me relancer dans cette même aventure un peu chaotique. Et du coup, on a beaucoup, avec les producteurs, réfléchi en amont. On a fait beaucoup de préparation. J'avais 2 assistantes qui ont travaillé avec moi sur une fois que le film était storyboardé, ils ont vraiment pris tous les plans. Et puis avec le chef opérateur et le chef animation, on a chacun mis une lettre de A, B, C, D, à D en termes d'importance. Donc il y a des plans qui, pour le chef opérateur, étaient importants en termes de lumière, de mise en place. Du coup, lui, il avait plus de temps pour ça. Mais peut-être qu'après, en animation, c'était quelque chose qui était simple et du coup, on devait animer plus vite et vice-versa. Mais ça a permis, disons, de partager le temps en amont et de manière équitable et avec tous les membres de l'équipe. Donc il y a un arbitrage qui est fait bien avant le tournage lui-même. En fait, le film est presque terminé avant même qu'il soit tourné. Quand on tourne, en général, effectivement, c'est les seules choses qu'on fait au tournage, c'est affiner toutes les intentions qui ont été posées et réfléchies avant, parce que l'animation, elle est tellement lente que et qu'il faut que les animateurs puissent vraiment passer le plus de temps possible sur les plateaux à animer. Si en plus on doit réfléchir encore à la mise en scène ou à d'autres choses, ça devient vraiment compliqué. Donc c'est vrai que le film est pratiquement la mise en scène, la narration, les dialogues, tout ça est fait en amont. Le montage du film aussi. Par contre, c'est vrai que toute la richesse esthétique et puis l'émotion, disons, du mouvement et des expressions des personnages, c'est ça qui concentre vraiment le moment du tournage. Et quand parce qu'il y a plusieurs animateurs qui travaillent sur vos films, comment est-ce que vous leur répartissez les scènes en fonction de quoi ? Alors ça, c'est aussi un travail qui se fait avec le chef animateur. Donc on avait 10 animateurs, par exemple, sur Sauvage, qui travaillaient en parallèle. Et il y a plusieurs méthodes. Nous, on a choisi plutôt la méthode où on donnait une séquence par animateur. C'est-à-dire quand vous voyez le film, les séquences, elles font entre 1 et 2 minutes. C'est un moment du film. Et c'est comme un mini court-métrage pour l'animateur. Il va être en charge de ce moment. Et ça permet, disons, d'expliquer la mise en scène et ce qui se passe dans la séquence à une seule personne et de dialoguer plan après plan sur les enjeux qu'il y a, plutôt que morceler avec plusieurs animateurs. Mais est-ce qu'il y a des animateurs qui sont meilleurs peut-être pour les expressions ou pour les déplacements et vous le savez et vous répartissez justement ces plans en fonction de ça ou pas du tout ? Oui, mais c'est un peu plus compliqué parce que ça c'est le travail plutôt disons de ma première assistante qui fait le plan de tournage et puis qui essaye de faire circuler la centaine de marionnettes sur les 17 plateaux, de faire déplacer les équipes de lumière sur les plateaux où on n'anime pas et les animateurs sur les plateaux qui animent. Et l'idée, c'est de garder justement chaque animateur sur une séquence, mais une séquence, elle peut se passer sur 2 plateaux.
On peut faire le champ, on coupe le décor en deux, on met une moitié sur un plateau, une moitié sur l'autre. Et quand l'animateur a fini un plan, il va en face. Ça permet de préparer le plan suivant sur l'autre plateau et des allers-retours comme ça. Et j'ai oublié la question. La question, c'était, est-ce que vous savez qu'un animateur est particulièrement doué pour les expressions, peut-être, est-ce que vous lui donnez un gros plan? Alors non, vu que ça va être par séquence, on va plutôt voir si c'est une séquence où il y a beaucoup de gros plans ou pas. Et on va aussi voir s'il y a une scène de groupe ou plutôt des scènes intimistes avec moins de personnages, ou alors si c'est des scènes d'action ou bien plutôt des scènes de dialogue. Et en fonction, on va choisir les animateurs. Sur les 2 longs métrages, on a choisi d'avoir des animateurs seniors qui avaient beaucoup d'expérience, qui ont travaillé avec Tim Burton, avec Wes Anderson, qui ont l'expérience des longs métrages, pour la moitié à peu près. Et pour une autre moitié, c'est plutôt des gens qui ont une première expérience de long métrage, qui avaient soit fait un court métrage, soit qui sortaient des écoles. Et du coup, en fonction de la difficulté, de la vitesse à laquelle ils animent, on essayait de répartir ces séquences. Et puis, en général, c'est assez chouette parce qu'à chaque fois, on a quand même eu les juniors qui étaient assez challengés par les seniors et qui apprennent assez vite et qui finissent des fois par faire des séquences plus compliquées qu'on avait prévues au départ. C'est des lieux de formation pour les jeunes animateurs, les tournages. Alors oui, ça c'est, disons qu'à la fois c'est une contrainte budgétaire, on pourrait peut-être pas payer tout le monde à un tarif senior, mais c'est aussi une volonté de ma part et aussi des producteurs, de former des gens, et aussi en Suisse, enfin des Suisses qui sortent des écoles, de les embarquer sur ces aventures dans la mesure du possible. Est-ce qu'on essaie de raccrocher au PowerPoint? Oui. Mais ça va nous permettre d'avancer. Alors, on a un peu parlé de la fabrication des marionnettes. Est-ce que vous voulez revenir plus précisément sur ces différentes étapes? Avec notamment peut-être, Coralie, tu étais particulièrement intéressée par l'impression 3D qui, à un moment donné, arrivait dans le processus. Ouais. Ça, c'est sur ma vie de courgette, effectivement. Vous voyez la première sculpture en pâte à modeler, toute noire, là, tout à gauche. Ça, c'est la première étape que je vous disais. En général, je travaille avec 1 ou 2 personnes qui m'aident à mettre en place les volumes, et puis moi je fais un peu les finitions sur les visages. Et donc ça, si tu reviens à un slide en arrière, on comprendra mieux. Au départ, il y a un dessin assez à l'échelle de ce à quoi devrait ressembler la marionnette. C'est pas hyper précis, mais ça donne quand même ce qu'on recherche. Et puis ensuite, si tu retournes, on fait les premiers prototypes en pâte à modeler. Et puis là, à partir de ma vie de courgette, on a utilisé pour les têtes, comme elles sont très grosses, si elles étaient pleines, elles seraient beaucoup trop lourdes pour tenir sur les armatures. Donc on a fait des tests et on s'est rendu compte que l'impression 3D, c'était vraiment pas mal parce moi je pouvais continuer à modeler avec de la pâte à modeler, ce que j'aime bien. Et après, il y a un scanner 3D qui reprend la forme, qui la met sur un programme de design industriel. Et puis ensuite, c'est des équipes qui font d'habitude des pièces d'aéronautique, qui ont travaillé sur ces têtes pour séparer les yeux, faire des pièces pour incruster les yeux dans la tête, et puis avoir des têtes, si tu reviens un truc en arrière, des têtes creuses, qu'on va peindre, et puis derrière lesquelles on va clipser les yeux. Et puis l'image suivante, il y a un petit capot et on peut fermer la tête. Et ensuite, on a une marionnette qui est prête.
Et puis, là, vous voyez le système de bouche, parce que l'impression 3D, ça permet aussi de mettre des petits éléments chargés en fer dans la résine, aux endroits où il y a les bouches et les sourcils, et puis de pouvoir, comme en papier découpé, en fait, remplacer les bouches pour suivre les dialogues des personnages. Merci beaucoup. On voulait justement parler, même si on en a déjà parlé, mais un peu plus encore, de Ma vie de courgette. Et j'imagine que la plupart d'entre vous a vu le film, mais peut-être que vous ne connaissez pas le petit pilote qui avait été fait en amont. Donc c'est un tout petit film de 2 minutes, à peu près, une ou 2 minutes, où on voit déjà le personnage de Courgette qui passe comme un faux casting. Et est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en fait quel était le rôle de ce pilote? Pourquoi vous l'avez réalisé avant même que le projet soit réellement lancé du film? Alors, c'est clair que monter un long métrage, c'est financièrement compliqué et techniquement aussi. Donc, en fait, un film pilote, ça sert à tester les marionnettes, l'animabilité des marionnettes, de voir combien ça coûte de les construire, enfin de faire vraiment un premier jet pour estimer à la fois l'esthétique du film, combien ça va coûter, où seront les difficultés, et ensuite ça sert aussi aux producteurs avec le scénario d'éléments pour donner confiance aux gens qui vont financer le film, en gros. Je vous propose qu'on regarde le pilote en entier. Suivant. Suivant. Bonjour. Tu viens t'asseoir ici? On va juste te poser 2-3 petites questions. Ma maman elle m'a dit que je ne devais jamais parler aux inconnus. Bon, ça te plairait de jouer dans un film? Ah ouais, comme Shrek. Ouais, moi je sais pas péter, je sais que rater. Ah. Tu fais ça bien, dis donc. Hein. Bah, tout le monde se fout de ma gueule à l'école, alors... sauf Salah, mais Salah, il rigole toujours pour tout. D'accord. Et tu connais un petit peu l'histoire? C'est l'histoire de... Il y a des enfants qui sont dans un foyer, et puis... Courgette, sans faire exprès, il tue sa maman, et puis après, il se retrouve dans le foyer, et il rencontre la fille du policier, et puis... après, ils se font des bisous, comme ça, ils sont amoureux. Ouais. Et puis après, le policier, il l'adopte à la fin. Et puis toi, par exemple, si on te demandait de jouer à un enfant qui n'a plus de parents? Depuis que mes parents sont divorcés, ils s'aiment plus, puis ils ont des problèmes comme ça, et puis... je sais pas. Des fois, je suis un petit peu triste à l'intérieur. Je peux vous poser une question, monsieur? Ouais, vas-y. C'est vous qui avez choisi le nom de Courgette? Ah non, c'est pas moi, ça c'est dans le livre. C'est sa maman dans le livre, elle appelle son garçon Courgette. Tu vois? Ça te plaît pas, Courgette? Courgette, c'est un peu pourri, Courgette. Ça fait fille. Ah. Gonflé, hein? C'est moi qui ai pris dans le film, je peux changer de nom? Comment ça fait fille? Cornichon, oui. Allez. Du coup, maintenant, rétrospectivement, on peut dire que ce pilote a convaincu. Oui, il a assez bien marché parce qu'effectivement, souvent dans les films d'animation, les pilotes sont une séquence du film ou une démonstration technique. Et puis là, j'ai pris un peu le contre-pied de tout ça. C'est directement inspiré du casting de Jean-Pierre Léaud des 400 coups. J'avais trouvé qu'il y avait une fulgurance dans ce casting qui allait bien avec ce que je voulais faire. Et par contre, c'est pas spontané comme ça peut le montrer. Donc ça a été coécrit avec Pierre Isaïe-Duc, qui faisait la voix d'ailleurs de Armand dans Le génie de la boîte de ravioli, qui fait la voix du réalisateur là-dessus.
Et puis ensuite, on a travaillé avec Maria Vildebrand au casting. Et puis, on a fait pas mal de prises. Donc, c'est toujours la même chose. C'est écrit au départ. Et puis, on commence à jouer. On fait des variations. Puis après, on va chercher des petits morceaux là-dedans pour arriver à quelque chose qui a l'air spontané. Ouais. Et ça marche très bien. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit que le personnage, enfin, tout est déjà là, hein, même ses vêtements sont identiques dans le pilote et dans le film. Mais c'est vrai que si on regarde attentivement, on voit quand même que la peau du personnage dans le film est beaucoup plus lisse. Est-ce que c'était justement dû au fait que vous avez un peu changé de technique pour fabriquer les marionnettes? Effectivement, c'est à ça qu'a servi le pilote. Je voulais aussi faire pas mal de mouvements de caméra un peu à l'épaule, comme il y avait dans le film. On s'est rendu compte que c'était trop compliqué et long à faire. Donc après, je suis parti plutôt avec des plans fixes et quelques mouvements de caméra qui étaient plus symboliques que des mouvements à l'épaule. Et pour la fabrication de la marionnette, là, on avait une peau en silicone qui était qui ressemble beaucoup à de la pâte à modeler. J'avais assez envie de garder cet aspect pâte à modeler, mais on s'est rendu compte que c'était quand même très complexe à fabriquer, à peindre. Et du coup, on a testé l'impression 3D et puis on a plutôt texturé l'impression 3D avec la peinture qui donne un autre aspect final à la marionnette, mais qui marchait aussi assez bien, puis qui était beaucoup plus simple à fabriquer. Ouais. Surtout que, comme vous l'avez dit, il faut fabriquer plusieurs exemplaires de chaque marionnette. Alors voilà, comme on tourne sur, je pense sur Ma vie de courgette, on était sur 10 ou 12 plateaux, sur Sauvage 17 plateaux. Il faut qu'il y ait une marionnette au moins par plateau pour les personnages principaux, pour pouvoir tourner sans créer des attentes. Le but, c'est vraiment de pouvoir tourner de la manière la plus fluide possible. Et donc, c'est un savant calcul entre le coût de la marionnette, le nombre de marionnettes et le nombre de plateaux pour trouver un peu la configuration idéale en termes de fluidité sur le tournage. Ouais. Et justement, quand dans vos tout premiers courts-métrages, il y avait en fait très peu de personnes au générique, il y a juste, principalement vous, à divers postes. Alors que pour un long métrage comme Courgette ou Sauvage, il y a plusieurs centaines de personnes qui travaillent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi votre métier a changé tout au long de votre carrière? Je voulais juste faire encore un petit truc sur le pilote, c'est que vous entendez la voix de Paulin Jacou. Et entre le moment où on a tourné le film et j'avais vraiment envie que ce soit lui qui fasse Courgette, et le moment où le film s'est financé et qu'on a démarré, il s'est passé, je crois, 3 ou 4 ans. Et du coup, il n'avait plus du tout la même énergie. Mais en même temps, il avait une énergie très chouette. Et du coup, c'est Marie-Ève qui a eu l'idée de lui proposer le rôle de Simon, donc le grand frère symbolique de Courgette. Et je trouvais que c'était une belle histoire aussi. Donc, la question, c'était... C'était un petit peu moins mignon comme question. C'était concernant l'évolution de vos positions, les métiers que vous avez occupés en fait au cours de votre carrière. Mais je pense pas que c'est très différent un court d'un long, à part la longueur justement. Et donc pour aller plus vite sur un long métrage, on tourne avec plus de monde et du coup, au lieu de travailler directement avec un animateur, on travaille avec un chef animateur qui va gérer les animateurs. Ce qui n'empêche pas qu'après, je vois aussi chaque animateur, on travaille tous ensemble, mais disons qu'on démute, c'est comme si on filmait 15 courts-métrages en même temps. Donc ça fait effectivement beaucoup plus de monde, mais le travail il reste à peu près le même, c'est-à-dire... répondre à toutes les questions en faisant semblant d'avoir les réponses toutes faites et laisser la place aussi à ce que chaque personne peut apporter, mais dans un cadre qui reste bien défini pour pas que le film pour que le film reste cohérent et aille dans la même direction. Ouais.
Mais est-ce que ça vous arrive encore d'animer vous-même ? Alors non, parce que je suis vraiment pas très bon animateur, même si j'adore ça. J'ai adoré, c'est moi qui ai animé principalement Banquise, sur des choses, disons, simples, avec du temps. Je suis capable de faire un peu d'animation, mais c'est pas là où j'ai l'impression que j'ai beaucoup à donner. Par contre, la création des personnages, la sculpture des personnages, là, c'est encore des choses que je fais où je garde la main à la pâte, on va dire. Et puis ensuite, c'est vraiment accompagner et aider chaque personne à trouver sa place dans le film et à apporter ce qu'il a apporté au film pour qu'il soit le plus cohérent et le plus juste possible. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on ne sait jamais à quoi vraiment va ressembler le film jusqu'à la fin, parce qu'on décompose chaque étape très différemment. Même quand on a le montage du film avec tout le son, c'est vrai que quand les marionnettes commencent à bouger et tout ça dans des décors avec de la lumière, voilà, ça crée encore une dimension qu'on maîtrise pas totalement et que chaque personne apporte un peu de son savoir-faire et de son amour au film. Ouais. Vous avez un peu expliqué comment la fabrication des marionnettes a évolué des courts-métrages au long-métrage. Est-ce qu'entre les deux longs-métrages, il y a eu encore des évolutions? Vous voyez ici que les deux marionnettes se ressemblent beaucoup, mais qu'elles ne sont pas non plus exactement pareilles. Et surtout, dans Sauvage, il y a pas mal d'animaux. Ouais, j'ai amené justement ces deux marionnettes parce que c'est une question qui est assez drôle, parce que moi-même je trouve qu'effectivement ils ont un air de famille. Peut-être qu'on peut reconnaître un air de famille, mais c'est vrai que quand on les met à côté, on se rend compte quand même qu'elles sont assez différentes. Et c'est vrai que peut-être chaque film implique une recherche graphique, disons, pour faire émerger des personnages, mais aussi des contraintes techniques. Et là, j'ai essayé de vous montrer très simplement la contrainte qui a fait passer de ce type de personnage à celle-là, c'est le bébé singe, parce que comme Kéria, l'héroïne, doit porter plusieurs fois le bébé singe, qu'elle a un peu sa deuxième maman, qu'elle prend soin de lui, il fallait qu'on sente que c'est un bébé singe, qu'on sente que c'est une adolescente. Et du coup, j'ai dû revoir un peu les proportions de la tête et le corps des humains, tout en essayant de conserver effectivement une certaine esthétique qui est certainement héritée de ces premiers films où on a un peu défini ça avec Cédric. Et puis après, il y a beaucoup de dessins. En fait, je dessine beaucoup les personnages pendant le scénario, avant le storyboard. Et puis, il y a un moment, je mets tous les dessins par terre et puis je fais comme un casting de mes propres dessins. Puis je commence à mettre les personnages ensemble. Et puis, on affine les proportions jusqu'à trouver, à sentir voilà, qu'ils existent. Mais techniquement, par contre, c'est à peu près les mêmes techniques. Il n'y a pas de révolution entre deux. Est-ce qu'on ouvre les questions à la salle, peut-être, vu qu'on arrive, enfin pas tout à fait au terme de cette discussion, mais on a déjà abordé toute une série de sujets. Et donc, est-ce qu'il y a dans la salle des questions pour Claude Barras? Il y a Cédric Garofé qui va faire passer un micro. Alors, bonsoir. Je voulais parler du film Sauvage que j'ai vu tout récemment. Donc, quand j'ai vu ce film, j'ai été frappée par les décors qui sont très impressionnants. Et je voulais savoir combien de temps ça prenait pour faire un décor, la taille que pouvait faire un décor, et si vous arrivez à résumer en quelques mots le processus pour créer ce genre de décor très impressionnant et très beau. Alors effectivement, je pense que c'était un des gros challenges pour ce film-là de recréer une forêt.
Je vais faire un petit détour avant de répondre à la question. Je pense que, et pour la forêt et pour les personnages, il y a une dimension qu'on oublie, et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que c'est la dimension un peu inconsciente, disons, c'est le son. La forêt, par exemple, tous les sons sont des sons qui ont été pris à Bornéo et qui respectent la chronologie du matin au soir pour que les gens qui connaissent la forêt, notamment les pénants qui ont participé au film, puissent savoir quand c'est le matin, quand c'est le soir, et que ça respecte un petit peu leur connaissance de la forêt. Et c'est l'aspect assez réaliste du film, comme pour les voix. Et du coup, en faisant ça, disons, ça nous a donné d'un autre côté beaucoup plus de liberté dans l'interprétation graphique de la forêt. On a cherché plus à créer des ambiances, des lumières, des textures, que de recréer des plantes ou au niveau botanique, on a fait plus du Douanier Rousseau que du Francis Allais, pour ceux qui connaissent, voilà. Et on a mis le réalisme plutôt dans le son. Donc, moi, je dessine le storyboard, je dessine des éléments importants que j'ai besoin dans le décor de manière assez simple. Puis ensuite, c'est le chef décorateur qui va me proposer des photos, des dessins, des petites sculptures. Et puis, on construit ensemble un projet pour chaque décor, ou comme un mood board, ça s'appelle. Donc il y a plusieurs photos, il y a quelques dessins, quelques textures. Puis ensuite, lui, avec ses équipes, il va fabriquer tout ça. Là, on avait aussi la contrainte d'utiliser le plus possible des choses recyclables et sourcées, pas trop loin, enfin du bois local, plutôt du papier, plutôt... D'habitude, dans les décors, on utilise beaucoup de Sagex, de styrofoam. C'est fait avec du pétrole et du mercure. Je crois que c'est très polluant et puis c'est pas très bon pour la planète. Donc, on a décidé de ne pas en utiliser. On a cherché d'autres choses avec de la cellulose de maïs ou dans lequel on peut aussi sculpter. Et par exemple, là, on voit... Le tronc de l'arbre, ben c'est justement de la cellulose de maïs qui a été sculptée. Puis ensuite, on revient dessus avec des enduits. Et puis, il y a les peintres qui viennent donner un peu de patine à la fin. Comme il y avait beaucoup de forêts, il fallait que chaque lieu soit un petit peu différent. Mais on a aussi essayé, par mode d'économie et par souci écologique, de construire le moins possible de choses. Donc il y a pas mal d'arbres qui sont recyclés d'une séquence à l'autre, qui sont repeints ou retournés. Et puis il y a pas mal d'éléments aussi décoratifs en arrière-plan qui ont été pris en photo séparément et qui sont recomposités ensuite sur l'ordinateur pour éviter d'avoir trop de choses à fabriquer. Mais quand même, il y a les plans larges avec la rivière qui sont faits, je pense qu'ils devaient bien faire 4 mètres par 6 quand le plan est large. Mais par contre, c'est comme un puzzle, c'est plusieurs modules qu'on assemble pour le plan large et qu'on peut séparer ensuite pour les plans plus serrés et dispatcher sur d'autres plateaux. Voilà, donc c'est tout disons qu'une réflexion qui est faite par le chef décorateur de comment fabriquer pour être le moins cher, le plus écologique et le plus pratique sur le plateau. Ouais. Et vous parliez du compositing. Quelle est la part dans ce film? Là, on a vu des choses qui sont très fabriquées à la main par des gens, mais quelle est la part numérique dans Sauvage? Est-ce qu'il y a des effets qui sont créés numériquement? Alors, je pense qu'il y a tous les plans ont été un peu retouchés sur ordinateur parce qu'on a tout ce que vous voyez a été tourné, mais pas en même temps et pas sur les mêmes plateaux.
Ça arrive souvent. Ce qu'on faisait souvent, c'est on faisait les grands plans larges, on mettait tout en place, les personnages et tout ça. Mais les personnages, donc, quand ils se retrouvent au milieu d'un décor de 6 mètres par 4, et ben, l'animateur, pour aller animer là au milieu, c'est impossible. C'est pour ça qu'on retire des morceaux, on fait l'animation, et ensuite on recompose l'image avec la photo générale qu'on a prise au début. Et puis, ça arrive aussi que la profondeur de la forêt, on construit la forêt derrière les personnages 1 mètre ou 2, et puis derrière on met un fond bleu. Et ensuite, on prend en photo une banque d'arbres qu'on a fabriqués et puis on vient recomposer l'image par la suite. Les nuages, l'eau, la pluie aussi, ça a été fait sur fond noir, sur un banc titre à plat, pour pouvoir déplacer des petites gouttes d'eau ou faire vibrer un petit peu le bord de la rivière. Et puis, c'est recomposé ensuite sur l'image. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle pour Claude Barras, là, au premier rang? Ah, ou là. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Vu que vous parlez qu'il y a plusieurs animateurs et plusieurs marionnettes, est-ce que ce n'est pas aussi un défi de faire correspondre des fois le style d'animation ou justement la peinture, la marionnette ou des choses comme ça? Oui, c'est un défi et du coup, la manière qu'on a eu d'y répondre avec justement Anthony, le chef animateur, c'est de dire on confie une séquence par animateur, et c'est-à-dire que chaque séquence sera cohérente au niveau de la façon d'animer. Et si la séquence suivante c'est un petit peu différent, c'est pas trop grave parce que comme il y a des ellipses entre les séquences et que les personnages ne sont pas dans le même mood, on va dire, on peut encaisser des petites différences d'animation d'une séquence à l'autre. Mais quand même, pour que tout ça reste quand même bien cohérent, le chef animateur, Anthony, a commencé 1 mois avant les équipes. Et à mesure que les marionnettes étaient livrées, il faisait comment ça s'appelle ? Une fiche personnage, on va dire, pour faire simple. Il prenait une 20aine de photos de chaque personnage avec des expressions quand il est énervé, quand il pleure, pour donner du caractère et puis avoir une référence, une bible graphique, disons, sur laquelle tout le monde peut s'appuyer quand il y avait des questions. Et puis aussi, il va mesurer la longueur de pas naturelle de chaque marionnette. Il va donner un petit cadre pour essayer de garder ces personnages constants du début à la fin. Même s'il y a une 20aine d'animateurs qui ont travaillé sur le film, parce qu'il y avait 10 animateurs en même temps, mais il y a eu des relais. Tout le monde n'a pas travaillé pendant les 10 mois du tournage. Premier rang, là, il y avait une question. Mais les marionnettes, c'est vous qui les avez faites? Alors moi, je fais la sculpture, comme tu as vu avant, en pâte à modeler. Mais après, par exemple, pour fabriquer une marionnette comme Keria, là, il faut à peu près, on a calculé un peu la moyenne, il faut à peu près 4 mois de travail à partir de la sculpture en pâte à modeler, pour pouvoir faire les moules, les tirages, les armatures. Là, il y a un petit plan d'une armature en métal, c'est vraiment de la bijouterie. Fabriquer les petites, les habits qui sont en vrai tissu élastique, les coudre sur la marionnette, faire la peinture, toutes les bouches. Ici, j'ai une petite boîte de bouche d'Oshi. Vous voyez, c'est les petites bouches qu'on peut remplacer quand on veut faire parler le personnage. C'est aimanté. Et puis, entre chaque image, on peut changer la bouche, le faire sourire ou montrer ses dents. Et qu'est-ce qu'on ressent au bout de 4 mois de travail quand on découvre les marionnettes enfin? Alors déjà, moi je suis de loin en loin les décors, les personnages. Je fais un peu un tournus pendant la fabrication. Je me dispatche sur les différentes équipes pour répondre aux questions, réfléchir, prendre des décisions. Mais
tout est très morcelé, et puis tout d'un coup arrive le moment où on assemble et qu'on voit la première marionnette, et c'est quand même toujours beaucoup d'émotions. Ouais. La même chose quand la marionnette arrive sur le tournage et qu'on la met la première fois dans un décor, parce que les décors étaient fabriqués en Bretagne, les marionnettes à Annemasse, près de Genève, et puis le tournage à Martigny. Donc c'est vrai qu'on met tout ça ensemble et qu'il y a la première marionnette qui bouge, c'est quand même un moment particulier. Ouais. Est-ce que... Oui, on a encore un petit peu de temps pour quelques questions. Ah, c'est bon. Pourquoi Courgette, il a les yeux et les cheveux bleus? Alors, je pense que c'est un projet que j'ai démarré avec Cédric Louis. On a fait beaucoup de dessins ensemble et je crois qu'il y avait un de ces dessins, peut-être pas un qui est là, mais qui avait les cheveux bleus que je trouvais beau. Et je crois que c'est même lui qui m'avait dit, dans le livre, en fait, Courgette, il parle souvent du ciel, et puis il a un cerf-volant aussi, et du coup, je pense que ça représente un petit peu qu'il a la tête dans le ciel et qu'il est un peu rêveur, quelque chose comme ça. Et puis, même si les personnages sont en volume, donc ils ont un aspect un peu réaliste, j'essaye toujours de garder quand même un côté assez graphique et de pouvoir des fois avoir des éléments qui ne sont pas complètement réalistes et que chaque personnage ait une couleur particulière. Ouais. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir si dans vos futurs projets, vous allez faire usage de l'intelligence artificielle. Alors non, je suis assez réactionnaire avec l'intelligence artificielle, mais c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai l'impression que la manière dont ça se met en place et puis l'injonction qui nous est faite de l'utiliser ou de mourir m'excite pas du tout en fait. Donc je laisse ça à d'autres, j'observe un peu, je pose des questions, mais pour l'instant pas tellement. Mais malgré tout ça, par exemple, je crois que dans Sauvage, il y a quand même eu un peu d'intelligence artificielle qui a été faite dans mon dos, mais qui a quand même bien aidé. On a déplacé en fait une séquence, la séquence où la panthère apparaît dans le noir à Keria. Elle était un peu plus tôt dans le film et au montage, on s'est rendu compte qu'en la déplaçant, c'était plus puissant, puis ça parlait plus. Simplement, il lui manquait un petit collier avec la dent de panthère qu'elle avait reçue entre deux. Et du coup, ça me semblait compliqué à refaire en image de synthèse. J'ai posé à l'équipe de post-production. Le producteur a dit « Ah, ça va coûter cher, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis, en fait, 2 jours plus tard, ils avaient mis la dent et puis ça marchait bien. Et je crois bien qu'ils ont dû un peu trouver un logiciel qui a fait ça de manière assez automatique et invisible. Là, je peux te donner. Bonjour. Comment vous choisissez la musique ? Alors, j'aime pas tellement mettre de la musique trop évidente dans les films. Dans mes films, disons, bien qu'il y a des films avec beaucoup de musique que j'aime bien, moi-même, j'entends plutôt les bruitages, j'entends les voix, mais la musique, c'est toujours un peu un moment difficile où mon producteur dit « Ah, il faut mettre de la musique », et moi, j'ai pas trop envie d'en mettre. Et donc, en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de poser à certains endroits des musiques que j'aime bien. Et puis, voilà. Par exemple, pour Sauvage, j'ai mis quelques morceaux de musique, mais du coup, il n'y a pas de musique autre que celle qui passe à la radio dans le film. Il n'y a pas de la musique qui accompagne les émotions des personnages ou des choses comme ça. Pour Courgette, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Sophie Unger et puis du coup elle m'a proposé beaucoup de morceaux, j'ai essayé de les poser et puis sur le film
Et puis, et ensuite, elle les a réinterprétées avec les musiciens. Voilà. Bonsoir. Quel est votre processus créatif? Par quoi est-ce que vous commencez? Alors, c'est pas toujours la même chose, mais par exemple, souvent, en tout cas avant Sauvage, c'est souvent un livre ou un scénario qu'on me fait lire qui me donne des idées. Donc, je commence par souvent dessiner les personnages. Et puis ensuite, je fais un storyboard. Et souvent, après, la partie la plus importante, je pense, c'est l'enregistrement des voix. On parle beaucoup des marionnettes, mais en fait, les marionnettes, c'est même peut-être moins que la moitié du personnage, parce que l'autre moitié, c'est les voix. Et puis, en fait, quand on anime la marionnette, c'est la voix qui va guider l'animateur, peut-être plus que moi, ce que je vais lui dire que j'ai envie qu'il fasse. Vraiment, les voix, c'est l'âme des personnages, et puis la marionnette, c'est le corps du personnage. Et donc, c'est vrai qu'enregistrer les voix et travailler avec les acteurs, c'est aussi un moment très chouette où le film émerge et où je peux rencontrer presque en vrai les personnages 2 ou 3 ans avant que le film soit fait. Donc, c'est aussi un beau moment. Après, pour Sauvage, c'est différent, là, parce que j'avais envie de partir d'un bébé orang-outan. J'ai commencé par dessiner le bébé orang-outan, puis ensuite, j'ai construit un film là autour, avec l'idée d'une petite fille qui veut l'adopter, mais en me disant que un enfant qui veut adopter un animal sauvage, c'est une belle histoire aussi pour que cet enfant comprenne qu'un animal sauvage, pour être heureux, il doit retourner dans la nature. Et puis ensuite, autour de cette idée-là, avec une scénariste, on a construit toute l'histoire. Est-ce que... Ah oui, encore une question. Ce sera peut-être la dernière. Et puis... Ensuite, vous restez un moment avec nous, si jamais. Pour l'apéro, ouais. Oui. Ok. Donc, si jamais Claude Barras est là pour répondre à vos questions à l'apéro. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous arriveriez à donner 3 conseils à des jeunes gens, peut-être de la vingtaine, qui souhaiteraient se lancer dans l'animation, voilà, qui ont des imaginaires, qui ont cette envie de projeter ça en images, car c'est un monde tellement grand. À quoi est-ce qu'on se rattache, par quoi on commence? Est-ce que vous pourriez peut-être aiguiller ce genre de gens ou pas? Alors, moi, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a porté et qui me porte toujours, et que je pense que j'ai rencontré plein de gens plus talentueux que moi dans plein de domaines, qui font peut-être maintenant plus des métiers créatifs. Je pense c'est de travailler en groupe, de toujours être en lien et d'essayer d'inverser les rôles, de s'entraider, mais d'avoir... de ne pas se retrouver seul à vouloir tout créer, mais plutôt apprendre à travailler en groupe, et des fois d'inverser les rôles pour voir un peu tous les aspects que ça implique. Ça, c'est déjà quelque chose qui sert à tenir le coup et à avancer plus facilement. Et puis, je dirais, les premiers projets, essayer de faire les histoires les plus simples possibles, pour pas se perdre et se perdre en énergie. Donc peu de personnages, pas trop longs, et puis trouver une idée. En tout cas, à partir de la première idée, essayer de simplifier le plus possible, parce que c'est quand même les premiers projets qui sont les plus compliqués à faire, à monter, où on apprend beaucoup. Et si le projet est en plus compliqué, ça fait des fois beaucoup pour un premier projet. Voilà. Alors, je vous propose qu'on reste sur ces conseils à un jeune animateur. Merci beaucoup, Claude Barras, d'être venu. Et donc, vous êtes toutes... Merci beaucoup. Merci.